Je vais parler de choc de boules de billard et ça fait référence au phénomène de communication du mouvement par impulsion. Et on peut resituer la question du degré de rationalité de ce phénomène dans le contexte intellectuel du milieu du XVIIIe siècle, notamment par rapport à l'empirisme qui se développe à la fois en France et à Berlin. Donc ça, c'est un sujet qui a été traité justement par André Charac, qui montre qu'au milieu du XVIIIe siècle, certains auteurs empiristes en viennent à attribuer à l'impulsion une rationalité supérieure, c'est-à-dire à faire des lois du choc des vérités nécessaires qui seraient connues par la pure raison et dont la rationalité serait supérieure aux autres lois de la nature. Donc il faut citer André Charac dans le livre qui parle de ça, c'est l'ouvrage de 2006 intitulé Contingence et nécessité des lois de la nature au XVIIIe siècle. Je cite André Charac. Ces auteurs donc soutiennent, je cite, l'hypothèse d'une démonstration a priori des principes de la mécanique qui dépasserait le niveau de généralité des règles tirées de l'expérience et satisferait à la norme d'une certitude supérieure aux modalités caractérisant la donation empirique de leurs objets. Donc André Charac montre que ce tournant dans l'histoire de la philosophie concerne des auteurs comme Maupertuis, comme d'Alembert, dans son traité Dynamique qui est publié en 1743. D'Alembert reconnaît trois principes, le principe d'équilibre, le principe d'inertie et le principe du mouvement composé, et soutient que de la combinaison de ces trois principes, on peut, je cite, facilement déduire les lois du mouvement des corps qui se choquent de quelque façon que ce soit. Ces auteurs soulignent notamment la nécessité des lois de la mécanique par contraste avec le phénomène physique qu'est l'attraction, dont la loi a été mise en évidence par Newton. Et ce phénomène d'attraction à distance a une loi qui est uniformément reconnue comme contingente, c'est-à-dire qui ne peut se dériver que de l'observation empirique et qui est inaccessible à partir de la seule raison, dans la mesure où on ne peut pas se figurer quelle propriété dans les corps explique que les corps s'attirent. Donc par contraste avec l'attraction, notamment, les lois du choc se voient conférer le statut de loi purement rationnelle, de vérité nécessaire, puisque elles semblent découler des seules propriétés des corps connues. Au sein de l'empirisme des Lumières, Hume va illustrer une autre voie théorique, c'est-à-dire que loin de voir, comme les auteurs dont j'ai parlé immédiatement auparavant, loin de voir dans la communication du mouvement par impulsion l'instanciation physique de la rationalité la plus haute, eh bien Hume va s'attacher de façon récurrente à lui refuser toute prérogative épistémologique. Il va montrer que les lois du choc sont tout autant affectées que les autres lois de la nature par la réduction sceptique de la causalité. Alors cette réduction sceptique de la causalité, elle est bien connue, je rappelle brièvement les termes. Donc ce que montre la science de la nature humaine que cherche à ériger Hume, lorsqu'elle prend pour objet l'entendement, c'est un résultat essentiel, à savoir la distinction entre deux régimes de rationalité. Cette distinction est formulée dans les traités de la nature humaine comme une différence entre connaissance d'une part et probabilité d'autre part. Elle est reformulée dans l'enquête comme une différence entre relation d'idées et chose de fait. Donc le domaine des relations d'idées ou de la connaissance, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne la certitude au sens strict, dans la mesure où ce domaine est régi par le principe de contradiction. C'est-à-dire que toute proposition fausse y est également contradictoire. C'est-à-dire que, puisque l'esprit ne peut pas concevoir le contraire d'une proposition vraie, eh bien, il n'a pas besoin de recours à l'expérience pour
il est nécessaire de recourir à l'expérience, et donc ce domaine des choses de fait, ce domaine des relations causales, constitue le domaine de l'a posteriori. Alors, on le voit, un des effets de cette distinction cardinale, c'est la subvention des lois du choc sous la seconde de ces catégories. En effet, l'esprit peut bien imaginer d'autres effets que ceux attestés par l'expérience. L'immobilité de la seconde boule de billard, par exemple, lorsqu'elle est choquée par la première boule, son saut au plafond, son explosion, etc. Le type de nécessité régissant la communication du mouvement par impulsion est donc inassimilable à la nécessité logique contraignante qui est à l'œuvre dans le domaine des relations d'idées, où le contraire implique une impossibilité absolue de conception. C'est ainsi que l'impulsion se voit purement et simplement alignée sur le degré de rationalité de toutes les autres lois de la nature. En termes d'origine, donc, la communication du mouvement d'un corps A à un corps B par le choc, loin de pouvoir être établie par la seule raison, requiert, soutient Jung, l'observation empirique de la conjonction des deux événements. L'expérience est requise tout simplement pour savoir que le mouvement va se transmettre. En termes de modalité, d'autre part, Hume soutient par ailleurs, en se référant précisément à l'exemple de l'impulsion, je cite, qu'il nous faut tenir pour arbitraire ce prétendu lien, cette prétendue connexion qui unirait ensemble la cause et l'effet, et rendrait impossible qu'un autre effet résultat de l'action de cette cause. C'est une citation tirée de l'enquête. Bref, la réduction sceptique de la causalité est sans reste et elle n'épargne pas les lois du choc. Tout au plus, mais c'est en quelque sorte le minimum, l'impulsion se voit-elle reconnue le degré de certitude le plus élevé dans son ordre, c'est-à-dire dans l'ordre des probabilités ou des choses de fait. La communication du mouvement est ainsi, par impulsion, est ainsi rangée par Hume dans la catégorie des preuves, c'est-à-dire des relations causales dont le degré de généralité est maximal, par opposition à d'autres relations causales plus irrégulières. Les lois du choc se distinguent dans ce sens, par exemple, des propriétés dormitives de l'opium, qui ne sont pas toujours vérifiées. Mais elles sont situées sur le même plan que la chute des corps sous l'effet de la pesanteur, que la chaleur de la flamme, ou encore que l'effet nutritif du pain sur le corps humain. Le phénomène de la communication du mouvement par impulsion n'est pas, soutient Hume, plus rationnel que la combustion d'un objet par le feu ou que la nutrition au corps humain par le pain. L'attention toute particulière qui est portée au sein du corpus de Hume au cas de l'impulsion est bien connue. Elle ne s'opère pas par le biais d'une réflexion qui serait explicitement formulée en termes de domaine, mais elle s'effectue tout simplement par l'usage des exemples. Cet exemple, j'y ai déjà fait allusion, c'est l'exemple très connu des boules de billard. Et dans le sillage de Malebranche, on ne peut qu'être frappé chez Hume du statut privilégié qui est accordé à cet exemple de la collision des boules de billard, au point que cet exemple semble avoir acquis le statut d'incarnation la plus pure de la pensée épistémologique de l'auteur, comme le montre par exemple le fait que très souvent les premières de couverture des ouvrages de Hume l'utilisent. En revanche, il y a deux choses, à mon sens, qui sont moins connues. Le premier point, c'est qu'il n'est pas souvent souligné que l'exemple humien des boules de billard n'est pas anodin. C'est-à-dire que, comme le montrent en fait les résultats des travaux d'André Charette, eh bien, si Hume utilise cet exemple, ce n'est sans doute pas uniquement pour illustrer sa théorie générale de la causalité, c'est-à-dire pour tirer des conclusions générales sur la causalité qui vaudraient pour tout type de relation causale. En d'autres termes, l'exemple humien des boules de billard n'est pas un simple moyen de tirer des conclusions générales. C'est un exemple qui, contemporain de Hume, faisait spontanément sens et renvoyait à un débat très spécifique et à la réfutation de ce qui était considéré par certains auteurs comme une exception, comme un cas particulier. Ce point, il est souligné par James Hill dans un article de 2003, qui lui pense plutôt que Hume s'oppose à Locke, parce que Locke, dans l'essai sur l'entendement humain, soutient que la communication du mouvement par impulsion est la seule façon que l'on puisse concevoir, et le seul mode d'opération d'un corps sur l'autre que l'on puisse concevoir de manière intelligible. Donc ça, c'est le premier point, c'est que l'exemple des boules de billard constitue une réfutation des affirmations
l'impulsion au sein du corpus de Hume n'est pas seulement celle de la réfutation d'un cas exemplaire, c'est-à-dire qu'elle résulte aussi d'un effort d'explication mené par Hume. En effet, il ne suffit pas de réduire la zone d'exception. Encore faut-il, si l'on veut conférer à la réfutation sa portée maximale, pouvoir rendre raison de son émergence même. C'est-à-dire que la spécificité des lois du choc, si elle n'admet, selon Hume, aucun fondement valide, doit néanmoins pouvoir s'expliquer, c'est-à-dire, en terrain humeien, s'expliquer empiriquement. La question est donc la suivante. D'où vient que le phénomène de la communication du mouvement par impulsion, par contact, par choc, contrairement aux autres lois de la nature, puisse se donner à l'esprit comme découlant de la seule raison? D'où vient qu'il constitue un des moments où l'entreprise humienne de géographie de l'entendement, pour reprendre une des expressions de l'enquête sur l'entendement humain, voit vaciller l'évidence des démarcations qu'elle opère. Pour souligner l'importance de la question, on peut concevoir le problème que peut poser à une philosophie qui se revendique d'une méthode expérimentale le fait que l'une de ses thèses cardinales, à savoir celle de l'origine empirique de toutes les relations causales, puisse sembler alternativement corroborée par l'expérience, dans le cas des relations causales autres que l'impulsion, et infirmée par celle-ci, dans le cas des lois du choc, alors que pourtant elle reconnaît la validité universelle de ce fondement. Pour le dire autrement, le cas du choc requiert une explication particulière dans la mesure où la thèse humienne portant sur le degré de rationalité des lois physiques y semble démentie par le socle même dont elle s'autorise. Et pour remédier à cette situation paradoxale dans laquelle il se voit placé, eh bien l'empirisme de Hume doit déterminer comment l'expérience est susceptible de l'engendrer, c'est-à-dire, en l'occurrence, de sécréter une croyance rationaliste, ou pour le dire dans les termes de Hume, un sentiment tout particulier, un sentiment de rationalité. Cette entreprise, elle est ébauchée par James Hill dans son article de 2003, mais j'aimerais l'explorer plus en profondeur, notamment en mobilisant d'autres textes qu'il ne cite pas. Et donc, ce que je me propose aujourd'hui, c'est d'explorer cette entreprise menée par Hume d'explication de ce sentiment tout particulier. Et autant la réfutation de la prétention des lois du choc à une rationalité démonstrative présente au fil du corpus humien une grande stabilité, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'imaginer d'autres effets possibles et par là de rappeler le caractère contingent des lois du choc, autant l'explication à laquelle procède Hume subit du premier livre du traité de la nature humaine en 1739 jusqu'à l'enquête sur l'entendement humain en 1748 des inflexions sensibles que j'aimerais retracer. Donc dans un premier temps, je m'attacherai à la genèse du sentiment rationaliste que l'on trouve dans le traité. Ce sera très rapide. Et dans un deuxième temps, plus long donc, je m'attacherai à l'explication fournie par l'enquête sur l'entendement humain et par les déplacements qu'elle opère vis-à-vis du traité. D'où provient donc le sentiment rationaliste, le sentiment d'une saisie a priori des lois du choc. Alors, dans le traité, la question reçoit une réponse au détour d'une argumentation qui vise à établir le surplus de vivacité que le principe de causalité est susceptible de recevoir des deux autres principes associatifs. Donc, selon Hume, juste un rappel, il y a trois principes d'association des idées, le principe de causalité, la contiguïté et la ressemblance. Hume va donc montrer que le principe de contiguïté et le principe de ressemblance sont susceptibles d'aviver encore le principe de causalité. Et Hume, au cours de cette argumentation, fournit comme de façon incidente une réponse à la question qui nous intéresse. De même que le principe de contiguïté opère un renforcement de la croyance, par exemple dans le cas de la croyance religieuse qui est avivée par la pratique des pèlerinages, c'est-à-dire par la contiguïté éprouvée avec de présumés lieux saints. De même, le principe de ressemblance, lorsqu'il vient en quelque
cause et l'effet, laquelle s'unit ici à l'expérience et relie les objets l'un à l'autre de la manière la plus étroite et la plus intime, au point de nous faire imaginer qu'ils sont absolument inséparables. Donc, ce texte montre que ce qui est en cause dans le statut épistémique apparemment dérogatif de l'impulsion, c'est la ressemblance de contenu empirique entre la cause et l'effet qui en compose le phénomène. La communication du mouvement par impulsion, en effet, constitue une relation causale où les déterminations de la cause se voient reproduites, en quelque sorte, à l'identique dans l'effet. C'est-à-dire qu'à un mouvement succède un mouvement, la direction des deux mouvements est identique, et la vitesse du second corps, et le premier corps perd autant de vitesse qu'il en fournit au second. Cette ressemblance entre la cause et l'effet, soutient Hume, je rappelle sa formulation, relie les objets l'un à l'autre de la manière la plus étroite et la plus intime, c'est-à-dire confère à la communication du mouvement par impulsion l'apparence d'une identité logique. La réponse du traité de la nature humaine à la question de l'origine de ce sentiment de rationalité consiste donc à pointer du doigt un glissement opéré par l'esprit entre la ressemblance de contenu empirique entre cause et effet et l'identité logique. Ce qu'on peut souligner, c'est que cette genèse explicative s'inscrit dans le cadre général d'explication de l'erreur mise en place par le traité, qui fait un usage très massif du principe de ressemblance. C'est que dans le traité, le principe de ressemblance est un principe d'association de l'esprit que Hume désigne explicitement comme un principe également d'erreur. Vous trouvez ça dans le premier livre du traité, deuxième partie, chapitre 5, où le principe de ressemblance est désigné comme, je cite, la source la plus fertile d'erreur. Hume continue, en vérité, il y a peu d'erreurs de raisonnement qui ne puisent largement à cette origine. Donc, on voit que ce qui est en jeu, que pour expliquer le sentiment qui nous occupe, eh bien, Hume fait appel à un dispositif explicatif qui n'est pas rare au sein du traité. Les lois du choc constituent donc une singularité épistémique dont on peut adéquatement rendre compte par un facteur général d'erreur, celui de la ressemblance. Que se passe-t-il maintenant dans l'enquête, donc 9 ans plus tard? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le contenu de l'explication humienne évolue. Dans l'enquête sur l'entendement humain, la question se déploie dans la première partie de la section 4. Après avoir introduit la thèse de l'origine empirique de toute notre connaissance des causes et des effets, je cite, proposition générale qui ne souffre point d'exception, Hume affirme que cette proposition se voit alternativement corroborée par l'expérience et affectée d'un manque d'évidence radicale. Dans certains cas, l'affirmation n'a aucun mal à être admise, tandis que dans l'autre, son bien fondé ne parvient pas à s'imposer. Et en même temps que Hume pose dans toute son ampleur le problème du hiatus entre la valeur de vérité de la thèse empiriste, invariable, et entre son degré d'évidence, foncièrement variable, il en analyse les ressorts. C'est le texte 2 de l'exemple, je cite. Cette affirmation, qu'on découvre les causes et les effets par l'expérience et non par la raison, sera facilement admise s'il s'agit d'objets que nous nous souvenons n'avoir connus qu'après une période de complète ignorance. C'est qu'alors, l'impuissance radicale où nous sommes de prédire ce qui pourra bien sortir de ces objets nous apparaît inévitablement. Présenter 2 morceaux de marbre poli à une personne n'ayant pas la moindre teinture de physique, elle ne découvrira jamais que ces 2 morceaux adhèrent l'un à l'autre, avec une force telle qu'il faudra de grands efforts pour les séparer par une traction perpendiculaire, tandis qu'ils n'offriront que peu de résistance à une pression latérale. S'il s'agit d'événements qui n'ont que de lointaines analogies avec ce qu'on observe ordinairement dans la nature, on accorde facilement encore qu'ils ne sont connus que par l'expérience. Nul n'imagine que l'explosion de la poudre ou l'attraction exercée par l'aimant puisse jamais être découverte par des arguments a priori. De même, si l'on suppose qu'un effet dépend d'un mécanisme compliqué ou d'un agencement secret de parties, on attribue sans difficulté à l'expérience toute la connaissance qu'on en a. Qui se flattera de pouvoir donner la raison dernière qui fait que le lait et le pain sont propres à l'alimentation de l'homme et ne le sont point à celle du lion et du tigre? Dans ce texte, Hume isole 3 conditions autorisant la reconnaissance claire de l'origine véritable, c'est-à-dire empirique, d'une relation causale. Premièrement,
Premièrement, son ignorance. C'est ce qui illustre l'exemple de l'adhérence des deux plaques de marbre, qui est découverte par quelqu'un qui n'a aucune notion de physique. Deuxièmement, sa rareté. C'est ce que montrent les exemples de l'explosion de la poudre et de l'attraction de l'aimant. Troisièmement, sa complexité présumée. C'est ce que montre l'exemple de la nutrition par le pain et le lait. Et en effet, ces trois circonstances que pointe Hume, de fait, induisent des effets psychologiques à même d'imposer la validité de la thèse de Hume. C'est-à-dire que dans le premier cas, dans le cas de l'ignorance d'une relation causale qu'on en vient à apprendre à un certain moment de notre existence, eh bien, il y a bien une rupture diachronique dans la psychologie de l'individu, qui est un apprentissage explicite, rupture qui sépare de façon nette un avant de l'ignorance et un après de la connaissance. Dans le cas de la rareté de la relation causale, on a de même une discontinuité synchronique entre un événement extraordinaire et le fond ordinaire sur lequel cet événement va se détacher. Et enfin, dans le cas des relations causales soustraites à l'observation, on observe une prise de conscience de leur faux caractère logique lorsque, précisément, on tente d'en expliciter les modalités précises, tentative d'explicitation qui est forcément infructueuse puisque ces modalités sont soustraites à l'observation. En revanche, dans les cas qui réalisent l'absence de ces trois circonstances, eh bien, le champ est libre pour une genèse empirique méconnue des relations de cause à effet. C'est ce que Hume soutient dans le troisième texte de l'exemple. Mais cette vérité pourrait bien, je cite, à première vue, ne pas apparaître comme évidente s'il s'agit d'événements qui nous sont devenus familiers du jour même où nous sommes venus au monde, et qui, offrant une étroite analogie avec l'ensemble des autres phénomènes de la nature, dépendent, croit-on, des qualités simples des objets, et non d'un agencement secret de parties. Nous sommes enclins à penser que nous pourrions découvrir ces effets par une pure opération de notre raison, et sans avoir recours à l'expérience. Nous nous imaginons que, brusquement introduits dans ce monde, nous aurions pu, à première vue, inférer qu'une boule de billard, recevant une impulsion, communiquerait son mouvement à une autre, et qu'il n'était point besoin d'attendre l'événement pour prononcer avec certitude à son sujet. Tel est l'effet de l'habitude. Lorsqu'elle agit avec le plus de force, elle cache notre ignorance naturelle. Bien plus, elle se dissimule elle-même et elle paraît ne jouer aucun rôle, simplement parce qu'elle se présente à nous avec son maximum de puissance. Donc, commençons par un constat. La cause explicitement assignée par l'enquête au sentiment de pureté rationnelle engendré par l'impulsion n'est plus la ressemblance, mais l'habitude ou coutume. On peut faire deux remarques sur ce déplacement de la ressemblance à la coutume. Premièrement, c'est dans l'enquête. L'enquête constitue l'habitude à la fois en origine de notre connaissance des causes et des effets, c'est ce que posait déjà le traité, et en cause de l'oblitération de cette même genèse. Et ça, ce geste théorique, c'était un geste qui n'était pas accompli, du moins pas de façon explicite, dans l'œuvre de 1739. Bref, ce que fait l'enquête, c'est qu'elle ajoute à la positivité pratique de l'habitude, qui nous fait effectivement connaître les relations causales, sa négativité épistémologique. C'est-à-dire que la coutume, à la fois, nous instruit des causes et des effets et recouvre son propre rôle dans cette connaissance. Deuxièmement, alors que le traité expliquait la rationalité apparente des lois du choc dans l'instant, eh bien, l'enquête va invoquer un axe temporel oblitéré. Le statut apparemment dérogatif de la causalité par impulsion va naître, en quelque sorte, de la neutralisation d'une épaisseur temporelle. Bref, en 1748, Hume confère à l'explication le statut d'une genèse. Il y a constitution temporelle, soutient Hume, d'une évidence rationnelle, dont le mécanisme précis reste implicite dans le troisième texte, qui a été lu tout à l'heure, mais qui peut être reconstitué à partir de la théorie de la croyance de Hume. Cette théorie de la croyance, elle soutient que s'opère la transformation de la conjonction de deux événements qui seraient expérimentés suffisamment de fois en une connexion sous l'effet de la coutume.
C'est-à-dire que sous l'effet de l'habitude, la liaison des objets que l'expérience nous a toujours présentés de façon conjointe acquiert dans l'esprit, au fil des répétitions, une vivacité telle que le caractère externe de leur liaison se transforme pour l'imagination en une relation d'analyticité qui revêt par là les allures de la rationalité a priori. Autrement dit, du fait de la coutume, eh bien, les liaisons d'idées progressivement construites au fil de la répétition des conjonctions empiriques acquièrent l'apparence trompeuse de l'immédiateté la plus totale, et c'est cette immédiateté qui se voit interprétée par l'esprit comme l'indice d'une origine qui ne devrait rien à l'expérience et donc qui serait a priori. Voilà, selon le Hume de 1748 en tout cas, comment émerge un sentiment de raison. Une fois rendu explicite ces deux déplacements induits par la mobilisation en 1748 du concept d'habitude, on peut se demander en quoi cela répond à notre question. En effet, le concept d'habitude que Hume présente à la fin du troisième texte de l'exemplier comme la solution au problème qui l'occupe, eh bien cette habitude caractérise une gamme de relations causales qui est évidemment bien plus large que les seules lois du choc et qui ne peut donc pas suffire à expliquer l'émergence de leur spécificité apparente. Il faut pour cela recourir à la troisième circonstance que mentionne Hume. Contrairement à ce que le mouvement du troisième texte de l'exemplier laisse penser, l'habitude ne permet pas d'en rendre compte. Elle rend bien compte des deux premières circonstances, mais pas de la troisième. Pour réaliser la transmutation de l'empirique en rationnel, l'habitude doit être complétée par une troisième circonstance, c'est-à-dire la circonstance, juste pour la rappeler, la circonstance de simplicité présumée de la relation causale.